Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. La Chine a mordu le jarret de Donald Trump et ne veut pas le lâcher. Xi Jinping a resserré son emprise sur les terres rares et Donald Trump poursuit un bras de fer douanier. Les deux dirigeants doivent se rencontrer pourtant fin octobre et au sommet de coopération Asie-Pacifique qui aura lieu en Corée du Sud, une rencontre donc en pleine escalade de tensions et alors que Trump a admis certaines failles dans sa politique douanière. Sur Fox News, en effet, le 17 octobre dernier, le président américain a concédé que les tarifs supplémentaires de 100% contre la Chine, qu'il a pris donc pour riposter sur les nouvelles restrictions chinoises, n'étaient pas, je cite, tenable. Les exportations de terres rares, ces minerais qui sont, rappelons-le aussi, indispensables pour la haute technologie, les implications sont donc considérables et pour les comprendre et surtout pour faire comprendre Xi Jinping, eh bien, que l'on connaît très mal ici en France, je reçois Jérôme Ravenet. Jérôme Ravenet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Vous êtes agrégé de philosophie, docteur, vous êtes sinologue en fait. Vous avez publié l'essai Souveraineté à la chinoise, propos édifiants et curieux sur la Chine socialiste aux éditions Perspectives Libres. Vous avez voulu éclairer le rôle nouveau de la Chine dans un monde qui est en cours de recomposition. Ça tombe à pic et je vais commencer par là, Jérôme Ravenet, si vous le voulez bien. Vous dites donc un rôle nouveau, mais à Bruxelles, on nous dit que Pékin est un concurrent systémique. Alors Jérôme Ravenet, qui croire ? Et effectivement, l'Europe définit la Chine comme un partenaire stratégique, mais rival systémique. Nous pensons le monde sur le modèle des relations de pouvoir et de domination. Eh bien, la Chine nous propose les BRICS, les pays émergents, depuis la conférence de Bandung, depuis bien longtemps déjà. Les pays non alignés nous proposent de penser le monde sur le modèle des relations de puissance, c'est-à-dire des relations de coopération. C'est le nouveau paradigme qu'on pourrait qualifier, comme le fait mon ami Jacques Cheminade, d'une nouvelle architecture de paix et de développement, et j'ajouterais même une nouvelle architecture de paix et de développement et de civilisation, pour des rapports gagnant-gagnant, un monde en paix. Alors vous parlez de puissance, mais aussi de relations gagnant-gagnant, n'y a-t-il pas un paradoxe ? Parler de puissance, ça ne veut pas dire pouvoir. La puissance, c'est une force d'exister. Les peuples, les États-nations veulent simplement exister. Il ne s'agit pas de pouvoir. Le pouvoir, c'est la force d'empêcher et de contraindre. Il s'agit donc justement de passer du paradigme du pouvoir qui a dominé toute la modernité occidentale à un nouveau paradigme, le paradigme de la puissance. Puissance au sens où l'entendent des philosophes tels que Spinoza, sur lesquels je m'appuie pour éclairer la doctrine aussi. Il s'agit simplement d'exprimer pour chaque peuple les potentialités qui sont en lui. Et la Chine veut exprimer les potentialités qui sont en elle. Aujourd'hui, après cette éclipse de 100 ans, de 1842 à 1949, elle retrouve la place qui a toujours été la sienne dans l'histoire, en fait. Alors là, vous évoquez le siècle d'humiliation, c'est bien cela. Tout à fait. Nous allons revenir là-dessus, Jérôme Ravenet. L'actualité semble illustrer vos propos sur la puissance, la souveraineté. Donc j'en reviens à la guerre commerciale entre Pékin et Washington. Trump, je le rappelle donc, veut imposer des tarifs douaniers pour réindustrialiser son pays. Ça, on a compris, et ça a marché avec de nombreux autres partenaires, dont l'Union européenne, qui s'est aplatie, rappelons-le aussi, en août dernier. Avec la Chine, c'est, semble-t-il, un peu plus difficile. Depuis l'été, Trump et Xi avaient acté une trêve qui a volé en éclats le 9 octobre dernier avec les nouvelles restrictions par la Chine aux exportations de terres rares qui sont, rappelons-le, indispensables pour les nouvelles technologies, pour les missiles comme pour vos smartphones. Alors Pékin contrôle 60% de la production mondiale et 90% du raffinage de ces terres rares. Et maintenant, Pékin dit vouloir contrôler ses exportations de 12 métaux rares, le thulium, l'yttrium et bien d'autres, mais aussi donc aux produits étrangers contenant des terres rares chinoises. Les entreprises donc étrangères, américaines, européennes et autres, pourraient être obligées de faire des demandes de licence pour commercialiser leurs produits contenant ces terres rares. Ce serait donc un droit de regard, si j'ai bien compris, de Pékin sur les productions occidentales ou plus précisément européennes. Alors, ma question, Jérôme Ravenet, cela peut perturber visiblement les chaînes d'approvisionnement mondiales
Peut-on parler, comme vous le dites, dans votre essai, de recomposition positive, puisque là on parle d'une rupture potentielle dans les chaînes d'approvisionnement? Alors attention, il ne s'agit pas de censurer et de fermer tout le commerce des terres rares, il s'agit de le contrôler, c'est-à-dire que tous ceux qui utilisent des terres rares, par exemple dans l'éolien, etc., n'ont pas forcément à s'inquiéter. Il s'agit de censurer le commerce de terres rares qui pourrait avoir une utilisation militaire, car tout le monde sait qu'il y a une tension militaire entre les États-Unis et la Chine, notamment autour de Taïwan. Et il s'agit donc pour les Chinois, non pas d'embêter le monde, mais simplement d'éviter de vendre aux Américains un matériel, les terres rares, dont les Américains ont besoin pour leur armement militaire, un armement militaire dont ils pourraient aujourd'hui faire usage contre les Chinois. Donc comprenez qu'il s'agit juste d'une mesure de défense des intérêts vitaux de la nation chinoise. On ne va pas armer, quel que soit le prix que les Américains soient prêts à payer, on ne va pas armer un adversaire potentiel au risque de voir ces armes se retourner contre soi. Donc c'est juste une mesure de défense des intérêts, une mesure souveraine. Et c'est ça qui choque un petit peu l'opinion occidentale qui n'est pas habituée à ce qu'une puissance autre que les États-Unis puissent parler souverainement. Une affirmation de souveraineté. Une affirmation de souveraineté. Cette affirmation a quand même une potentialité énorme parce que les Américains sont évidemment concernés, mais pas que. Donc la Chine pourrait avoir un levier sur absolument toutes les guerres à travers le monde. Mais elle n'a pas envie de paralyser le commerce mondial et il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement de contrôler, non pas de fermer c'est pas un blocus sur les terres rares. Il s'agit simplement de contrôler l'utilisation éventuellement militaire de ces terres rares. Voilà. Alors, on sait que l'Union européenne aujourd'hui ne répond pas à la pression de Donald Trump sur les tarifs douaniers d'une manière souveraine. Comme vous le savez, nous nous sommes pliés. Les Chinois ne se plient pas et parlent désormais d'égal à égal. Oui, parce que Donald Trump, rappelons-le, a demandé aux Européens de prendre des sanctions contre Pékin pour inciter pour que Pékin incite la Russie à en finir avec la guerre en Ukraine. Oui, et là c'est très important parce qu'on voit bien la différence entre les stratégies chinoises et américaines. Les Américains nous mettent en demeure de prendre parti. Les Chinois ne se mêlent jamais de politique intérieure en dehors de chez eux. Hein. Donc ils respectent le principe onusien et ils le clament haut et fort, le principe onusien de non-ingérence. Donc nous restons libres de faire nos choix tel que nous l'entendons, mais vous voyez que c'est pas comme ça que Trump, lui, voit les choses. Il est dans une conception du monde qui est dominée par ce paradigme que j'appelais tout à l'heure le paradigme du pouvoir, des relations de contrainte et d'empêchement. Pour les Chinois, il s'agit juste de défendre leurs intérêts vitaux face à une puissance, l'hyperpuissance américaine qui les menace. Oui, qui est en déclin, mais qui les menace encore. Donald Trump veut des deals, mais il contraint quelquefois au deal, même une puissance comme la Chine. Alors, bon, et pourtant, Donald Trump souffre, enfin, les États-Unis de Donald Trump souffrent, notamment, et ça, je voulais soulever cet exemple-là, ces agriculteurs. Alors, je vous propose, Jérôme Ravenet, de faire un point là-dessus, comment l'agriculture américaine a déjà pâti des sanctions américaines contre la Chine. C'est la saison des récoltes, mais l'enthousiasme s'est envolé chez les cultivateurs de soja américains. La Chine achetait un quart de la production américaine, soit un marché de plus de 12 milliards de dollars pour les agriculteurs américains. Mais depuis le mois de mai et les tarifs de Donald Trump visant la Chine, Pékin n'importe plus ses légumineuses. Xi Jinping a en effet riposté avec une surtaxe de 20% qui rend le soja américain plus cher que celui produit en Amérique latine. Électeurs de Donald Trump, les agriculteurs espèrent un accord commercial rapide car le temps presse. Les achats se font habituellement entre octobre et janvier et en Californie, les silos sont déjà pleins. Pour soutenir ses producteurs, le président américain a envisagé de cesser l'achat d'huile de cuisson à la Chine et qu'une partie des revenus des droits de douane leur sera redistribuée. En 2018, lors de la première guerre commerciale avec Pékin, les agriculteurs américains avaient perdu 27 milliards de dollars d'exportation. L'administration avait compensé 23 milliards.
Jérôme Ravenet, dans votre essai, vous revenez sur la théorie des jeux. La Chine, selon vous, veut une mondialisation respectueuse des identités et des souverainetés de chacun. C'est ce que vous avez dit d'ailleurs en début de cette émission. Et on évoque souvent les échecs comme métaphore de la géopolitique. Mais vous dites, Jérôme Ravenet, que pour les Chinois, les échecs sont un jeu à somme nulle parce qu'il y a un vainqueur et un perdant. Vous ai-je bien compris, Jérôme Oui, Ravenet? c'est cela, c'est cela. Xi Jinping le dit lui-même, la Chine ne joue pas un jeu à somme nulle. Elle joue un jeu gagnant-gagnant, elle propose des partenariats gagnant-gagnant et non pas un jeu à somme nulle. Donc cette théorie des jeux, au fond, cette métaphore sert à désigner, à exprimer dans le langage des Occidentaux, puisque la théorie des jeux, c'est une théorie qui s'est constituée en Occident, spécialement après la Deuxième Guerre mondiale. Elle sert à traduire dans des termes compréhensibles pour les Occidentaux cette volonté d'un changement de paradigme, d'un passage du paradigme des rapports de pouvoir à des rapports de puissance ou de contribution. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait annoncer un deal, pour reprendre l'expression de Donald Trump, avec les États-Unis, d'autant plus que vous citez Xi dans votre essai. Selon lui, ce sont des malentendus qui séparent les gens. C'est une citation que vous rapportez. Mais là, dans l'actualité, on a l'impression qu'il fait du Trump, que Xi Jinping fait du Trump. On a l'impression qu'il lance un véritable coup de semonce aux États-Unis, même si c'est pour contrôler, pour éviter que, en effet, des missiles qui leur soient tirés dessus contiennent leurs propres matériaux. On a l'impression quand même qu'il y a une escalade. Il n'y a pas d'escalade, il y a simplement... alors d'abord, il faudrait peut-être rappeler que les mesures de restriction des mesures de restriction ont été lancées en 2022 sur les semi-conducteurs par les Américains à destination de la Chine. Les premières sanctions sont américaines, soulignez-vous. Voilà. Mais il ne s'agit pas de remonter les manches et de jouer au plus fort. Il s'agit simplement, dans un contexte de tensions militaires croissantes, notamment autour de la question taïwanaise, il s'agit simplement pour les Chinois de dire au monde et de dire spécialement aux Américains qui sont basés aux Philippines, en Corée du Sud, au Japon, qui sont déjà prêts militairement à intervenir. Il s'agit simplement de leur dire que les Chinois, la République populaire de Chine, n'est pas disposée à financer, à aider les Américains à constituer un arsenal militaire, puisque ces terres rares sont importantes, sont indispensables pour 80% de l'armement militaire. Il s'agit juste pour les Chinois de dire qu'ils ne sont pas disposés à revivre ce qu'ils ont vécu pendant le siècle d'humiliation. Si les Occidentaux veulent leur faire la guerre, si l'OTAN et les États-Unis veulent leur faire la guerre, ils les feront avec leurs propres moyens, mais ce ne sont pas les Chinois qui vont les armer. Vous revenez évidemment sur le siècle d'humiliation. On se rappelle des images du grand défilé militaire il y a un mois, enfin fin août, à Pékin. Vous évoquez donc... ce siècle d'humiliation passé, mais est-ce donc désormais, j'ai envie de dire en 2025 précisément, l'heure de la revanche pour la Chine? Parce qu'il y a quand même une affirmation de puissance de la part de Xi Jinping en ce moment. Il n'y a pas de revanche. Vouloir une revanche signifierait vouloir faire payer l'agresseur. C'est sûr que dans l'histoire, c'est la Chine qui a été dévastée par les 8 puissances occidentales. Mais elle n'affirme pas, vous ne trouverez nulle part dans les textes de Xi Jinping, dans la doctrine chinoise, un discours de revanche. Par contre, la Chine n'est pas naïve. Ce qu'elle a vécu, elle l'a vécu. Et elle n'est pas disposée à le revivre. Il ne s'agit pas de revanche, il s'agit de s'armer selon une doctrine qui est essentiellement défensive. Il n'y a pas d'expansionnisme chinois. Vous ne trouverez ni aucune doctrine de l'expansionnisme chinois, ni aucun fait dans l'histoire qui puisse justifier ça. Il y a bien eu une petite escarmouche avec les Vietnamiens à la fin des années 70, 79, 81, mais dans un conflit militaire de très faible intensité qui a duré un mois, voilà. Mais c'était une erreur et il n'y en a pas eu d'autres, non. Donc la Chine défend simplement ses intérêts.
Vous dites dans votre essai que vous citez donc les autorités chinoises. En 2015, ces mêmes autorités chinoises disaient se trouver à une période clé de passage d'une grande nation à une nation puissante. 10 ans plus tard, en 2025, dites-vous que ce passage clé a été accompli? Oui, puisqu'elle est capable de parler souverainement. Euh, à la manière dont le général de Ce Gaulle... qui n'était donc, si je vous comprends bien, pas le cas il y a 10 ans, ou oui, moins. elle était en voie il y a 10 ans. Elle était en voie, mais c'était encore ce que Deng Xiaoping appelait la politique du profil bas. Eh bien, désormais, Xi Jinping emploie plutôt la métaphore de l'étendard levé. On lève haut l'étendard du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. C'est-à-dire que la Chine n'est pas expansionniste, mais elle ne fait plus profil bas, elle ne s'excuse pas d'être ce qu'elle est. Elle a fait des choix qui l'ont menée de 1949 à aujourd'hui à être ce qu'elle est devenue. On peut lui faire des critiques ou s'en réjouir, peu importe, c'est son choix. Elle a fait des choix souverains, de la même manière que, en son époque, le général de Gaulle souhaitait le faire pour la France, sans soumission ni à l'égard d'un bloc ni à l'égard de l'autre. Vous vous souvenez qu'à l'époque, c'était les États-Unis d'un côté, le bloc soviétique de l'autre. Il s'agissait simplement d'affirmer souverainement les intérêts de sa nation, de son peuple. Ni plus ni moins. Alors, j'en viens à Xi Jinping lui-même. Trump lui a d'une certaine manière rendu hommage, là, le 17 octobre dernier, encore une fois sur Fox News. Il a qualifié Xi de grand homme, et même que sa vie, alors c'est une formule très américaine que je me permets de rapporter parce qu'elle est quand même assez drôle, que sa vie pourrait faire l'objet d'un grand film. Dans votre essai, Jérôme Ravenet, vous décrivez Xi Jinping comme un, je vous cite, archétype de l'humilité, comme un homme qui transforme les affronts subis en décisions difficiles, sans ressentiment. Vous le comparez à l'empereur romain Marc Aurèle. Alors, Jérôme Ravenet, qui est-il en fait, Xi Jinping? Qui est ce dirigeant de la RPC depuis 2013? C'est quelqu'un qui signait tous ces articles et toutes ces décisions avant d'être le premier secrétaire général du parti et le président de la République chinoise. Il signait toutes ces décisions politiques du titre « Le philosophe joyeux », « Zhexing » en chinois, le philosophe joyeux. Donc c'est un homme qui se vante, pourrait-on dire, d'une culture philosophique sur la base de laquelle, évidemment, d'une relecture de Marx, relecture très particulière, on en conviendra. Il n'y a pas de marxisme orthodoxe en Chine, c'est un marxisme sinisé qui a pris une voie très particulière, mais sur la base d'une relecture de Marx, mixé désormais avec une relecture des classiques chinois, puisque tous les discours de Xi Jinping sont truffés de références aux grands auteurs de la tradition chinoise, et pas que Confucius. Donc il y a effectivement une ambition philosophique et culturelle qu'on peut discuter, qu'on peut contester, mais qui est affirmée haut et fort, et qui est au service d'un projet politique. De la même manière, si vous voulez, que chez Marc Aurèle, philosophe stoïcien, on a une certaine politique impériale qui, d'ailleurs, est comparable à celle de la Chine parce qu'elle est placée sous le signe du pacifisme. Vous vous souvenez que Marc Aurèle, c'est le temps de la Pax Romana. Et la Chine veut aussi... Vous soulignez qu'il est celui qui a consolidé les frontières de l'Empire romain et que Xi, de son côté, dirige un pays qui est cerné par un dispositif militaire américain à ses frontières. Tout à fait, mais qui poursuit aussi cet objectif de paix, parce que, rappelons-le encore une fois, il n'y a pas de doctrine expansionniste, il n'y a pas de doctrine militaire offensive dans le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, dans la doctrine de Xi. Et donc, ce qui rapproche l'un et l'autre, c'est ce rêve d'unité et de paix sociale. Voilà, sur la base d'une relecture de certains philosophes, ce qui en fait quand même un personnage assez singulier. Alors, vous parliez d'humilité. Là, pour le comprendre, effectivement, il faut remonter dans son histoire personnelle. Il faut voir que cet homme qui est aujourd'hui le président de la Chine, qui est le premier secrétaire du Parti communiste, etc., a été étiqueté ennemi du peuple. Son père a été limogé, c'était un proche de Mao, donc il y a toute une histoire douloureuse. Et il a candidaté, après l'épisode de la révolution culturelle, il a candidaté 9 fois
pour pouvoir rentrer au parti politique, au Parti communiste chinois. Il a été refusé 8 fois avant que sa candidature ne soit acceptée. Donc c'est l'homme qui a souffert de l'opprobre public. Voilà, de l'opprobre public et qui finalement, par sa résilience, donne aujourd'hui un exemple à tous les Chinois auxquels il demande aussi de faire un effort. Vous voyez, il est crédible parce que cet effort, il l'a fait lui-même. Alors, il y a certainement une part de storytelling dans la construction de cette image sociale, dans cette image politique de Xi Jinping, mais elle est fondée tout de même sur des réalités, sur des faits historiques qui sont vérifiables. Et vous considérez aujourd'hui, après 12 ans à la tête de la RPC, qu'il s'est imposé parmi les plus grands dirigeants chinois depuis la Seconde Guerre mondiale, enfin depuis certainement, 49. Et le 20e congrès du Parti communiste en 2023 a confirmé que la pensée de Xi, la doctrine Xi, la pensée Xi, qui était déjà constitutionnalisée, était à mettre au même niveau que celle de Mao. Ce qui en fait tout de même un personnage tout à fait particulier dans cette tradition des présidents communistes de la République chinoise, puisque Hu Jintao, Jiang Zemin n'ont pas eu ce privilège, par exemple. Alors on a l'impression qu'il est évidemment l'homme fort, indéboulonnable de la Chine à l'heure actuelle, mais certains doutes subsistent, enfin un certain scepticisme semble bruissé, et pas seulement à Bruxelles, où évidemment la Chine est désignée à demi-mot comme à minima un rival. 9 hauts gradés ont été purgés le 17 octobre dernier, a-t-on lu dans la presse, donc depuis 48 heures. Ces purges révèlent-elles la force ou les faiblesses du système chinois selon vous ? Alors ça, c'est l'avenir qui nous le dira, mais effectivement, on est habitué depuis 2014, depuis l'arrivée de Xi Jinping, qui a intensifié les purges à l'intérieur du parti. On est habitué à ces condamnations assez spectaculaires. Lei Xiaoming, en 2021 ou 2022, a été condamné à mort, sans commutation de sa peine en une peine de prison à perpétuité. Donc, et récemment, Teng Renjian aussi a été un ancien ministre, a été condamné. Alors cette peine-là pourrait être commuée en prison à perpétuité s'il se tient bien pour les 2 prochaines années qui viennent. Bon, il y a des difficultés en Chine en ce moment. Des hauts responsables, même dans l'armée, ont disparu, sont morts, parfois de manière un petit peu douteuse. Il y a du remue-ménage. Il est difficile d'en savoir plus parce que les affaires internes du PCC sont extrêmement opaques. Il y a très peu de publicité, il y a beaucoup de rumeurs et très peu de publicité. Mais il est sûr que depuis la fin du Covid, avec la tension sociale liée à l'arrivée massive de nouveaux étudiants sur le marché de l'emploi, le chômage croissant chez les jeunes surtout crée une situation un peu instable et a généré une certaine contestation. Il faut voir comment ça évolue. Le parti politique chinois, le Parti communiste chinois, a une obligation de résultat envers son peuple. Il est comme un commissaire à l'égard de son peuple. Et si tous les indicateurs ne sont pas au vert, c'est sa légitimité qui sera en question. Si les indicateurs ne sont pas verts, parce que ce que vous nous dites, Jérôme Ravenet, c'est qu'il y a en effet cette espèce de mandat à l'égard du peuple. Le système que l'on peut qualifier d'autoritaire ne peut tenir que si le peuple a retour sur investissement, j'ai envie de dire vulgairement. Tout à fait. Le Parti communiste n'a pas un mandat libre, ce n'est pas un mandat représentatif, c'est quasiment un mandat impératif. Il a donc une obligation de résultat. Alors, dans quelques semaines, nous allons avoir une rencontre entre 2 des plus grands hommes forts de la planète. Nous les avons évoqués, Xi et Trump. À votre avis, en étudiant leur comportement l'un et l'autre, leur cheminement intellectuel, leur réflexion, peuvent-ils s'entendre, selon vous? Peuvent-ils signer un deal? Toute la difficulté pour la Chine, qui parle de partenariat gagnant-gagnant, de destin commun pour l'humanité, c'est d'arriver à infléchir le discours d'un interlocuteur
Trump, qui lui parle en termes de rapport de force, qui utilise les tarifs comme des mesures de sanction, qui fait un bras de fer. Comment dialoguer avec quelqu'un qui fait un bras de fer? C'est toute la question sur le plan stratégique du tournant historique que nous sommes en train de vivre. Si la Chine réussit, alors il n'y aura pas de guerre à Taïwan et un monde multipolaire pourra s'installer. Il est déjà là, il est déjà présent ce monde multipolaire, mais il est contesté par une hyperpuissance américaine qui ne veut pas céder sa position hégémonique, qui ne veut rien céder sur son hégémonie. Et toute la difficulté, ça va être de savoir si les États-Unis vont modifier leur doctrine et consentir à l'émergence pacifique de ce monde multipolaire. Ce qui différencie évidemment la relation entre Xi et Trump de l'alliance entre Xi et Poutine, c'est justement cette capacité à comprendre une relation gagnant-gagnant, si je vous suis bien. Il n'y a pas d'alliance militaire, mais il y a, comme dirait Mao, identification des contradictions principales et des contradictions secondaires. Pour le moment, c'est-à-dire que pour le moment, les pays émergents ont à gérer la contradiction principale qui est celle de leurs intérêts vitaux face à la revendication hégémonique d'une hyperpuissance américaine. Quand cette hyperpuissance américaine aura disparu, se sera effondrée, d'autres contradictions secondaires apparaîtront peut-être qui nous révéleront que tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes, dans les relations par exemple entre la Chine et l'Inde, entre la Chine et la Russie. Il y a des différends, nous les connaissons, ces différends traditionnels, ancestraux, par exemple sur les frontières entre la Chine et l'Inde. Mais vous voyez comment Modi, qui était présent à Tianjin, à la conférence de l'Organisation de la coopération de Shanghai, a accepté de mettre ces contradictions secondaires au deuxième plan, préférant aller à Tianjin pour montrer que face aux sanctions et aux mesures musclées que Trump voulait lui imposer, il préférait privilégier un accord provisoire avec la Chine. Tous ces accords entre pays souverains sont forcément ce qu'on pourrait appeler en stratégie des alliances de revers contre un adversaire principal. De la même manière que, par exemple, François Ier s'associait à Soliman le Magnifique, non parce qu'il était convaincu de la supériorité de l'islam, évidemment non, mais parce qu'il s'agissait de résister à la pression que lui imposait le roi d'Angleterre et Othon IV de l'autre côté. Donc des alliances de revers. Si vous voulez parler d'alliance, parlons d'alliance de revers. On a quand même envie de jouer l'avocat du diable. Une alliance de revers, c'est moins solide qu'une alliance... Tout à fait. C'est provisoire. C'est provisoire. Et l'avenir est appelé à s'écrire d'une manière qui est tout à fait incertaine. Vous avez utilisé alliance de revers pour le rapprochement entre Modi et Xi. Diriez-vous que celle entre Moscou et Pékin, Poutine et Xi, est aussi une alliance de revers? Tout à fait. Donc relativement fragile? Oui. À l'avenir, on ne sait pas comment ça évoluera. Les Chinois l'ont mise en veilleuse, si vous me permettez l'expression, sur un certain nombre de difficultés concernant les terres chinoises qui ont été préemptées par la Russie tout au long de la période coloniale. Bon, qui sait si un jour ces difficultés ne vont pas ressurgir. Donc, en partie peut-être parce que cette alliance donc, que vous qualifiez de revers repose sur l'entente entre deux hommes qui peuvent eux-mêmes être amenés à disparaître. Enfin, en l'occurrence, Poutine et Xi. Tout à fait. Pas toujours là. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est la doctrine Xi qui domine, mais si Xi Jinping disparaissait, on ne sait pas comment évoluera la suite. Oui, tout à fait. L'avenir est incertain, mais il s'agit, dans la situation présente, de s'allier pour gérer une contradiction principale. Et cette contradiction principale oppose tous les pays émergents à l'hyperpuissance américaine qui est sur le déclin, mais qui n'est pas encore morte.
Une alliance face à une puissance américaine sur le déclin, mais qui n'est pas encore morte, eh bien ce sera le mot de la fin. Jérôme Ravenet, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle que vous avez publié l'essai Souveraineté à la chinoise, propos édifiant et curieux sur la Chine socialiste aux éditions Perspective Libre. Merci encore, Jérôme Ravenet. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Surtout, n'oubliez pas de commenter et de partager. Merci à tous et à bientôt.